Salut tout le monde, bienvenue dans cette foire aux questions à l'occasion des 3000 abonnés de la chaîne. Merci beaucoup pour tout l'engouement que vous avez autour du lore qu'on présente sur la chaîne. Je m'attendais vraiment pas à atteindre ce stade aussi vite. La chaîne est née de mon envie de partager du lore autour d'univers de fantasy que j'aime beaucoup, et j'ai décidé de commencer avec l'âge de Sigmar parce que je trouvais vraiment qu'en français, il y avait beaucoup d'idées reçues et de méconnaissances autour de l'univers que je voulais clarifier, et au vu des nombreux retours positifs de votre part, ça m'a vraiment confirmé qu'il y a un public qui cherchait à en savoir plus sur l'âge de Sigmar. Donc vraiment merci beaucoup pour l'intérêt que vous apportez à la chaîne et pour votre soutien. Pour l'occasion, je vous ai proposé de me poser différentes questions sur la chaîne, sur AOS, sur moi ou sur différentes choses. Pour pas que ce soit trop désorganisé, je les ai rangés dans différentes catégories qui seront dans les timecodes. Alors première question, traiteras-tu les Broken Realms en vidéo? Idem pour la guerre des porte-royaumes. Eh bien oui, c'est totalement prévu. Les deux événements ont introduit beaucoup de lore dans l'âge de Sigmar. C'était des campagnes narratives, à la même manière que les Éophores qu'on a suivis sur la chaîne. La guerre des porte-royaumes s'est passée pendant la V1 de l'âge de Sigmar. C'est là que la reprise de royaume a un peu recommencé, après l'âge du chaos, et c'est aussi là que les grandes cités de Sigmar qu'on connaît maintenant ont été établies. Pour Broken Realms, c'est des événements un peu plus récents. Beaucoup de dieux ont été impliqués dans ces événements d'ailleurs. C'est là qu'il y a eu l'ascension de Morathi, la création des jumeaux de Slaanesh, l'apparition de Kragnos aussi. Vous m'avez sûrement déjà entendu parler de ces différents événements dans les différentes vidéos de la chaîne. Et là du coup, on les réabordera sûrement de manière chronologique. Ensuite, question suivante. Comment tu rédiges tes scripts? Est-ce que tu lis plusieurs fois la nouvelle? Est-ce que tu prends des notes en lisant? Ou est-ce que tu regardes d'autres vidéos fluff en anglais? Et ben pour le coup, j'ai pas de structure fixe quand je fais des vidéos. Quand je connais vraiment bien le sujet, je m'enregistre un peu sans texte et je fais un peu avec ce qui me vient. Mais quand je connais un peu le sujet un peu moins, effectivement, je regarde des vidéos fluff en anglais. Je cherche aussi un peu des sources sur le Reddit lore d'AOS. Le Lexicanum aussi a beaucoup d'informations et il précise aussi les différents livres qui en sont les sources, ce qui facilite beaucoup les recherches. Au final, j'ai l'impression que j'utilise rarement la même méthodologie et quelque part j'aime bien ça parce que ça rend les choses un peu plus nouvelles et un peu plus fraîches à chaque fois. J'expérimente beaucoup et ça vient peut-être du fait que je débute encore dans la création de vidéos. Je varie un peu comment je présente les choses, la façon dont je fais la narration, et avec le temps j'affinerai un peu ma voix et ma façon de faire. Est-ce que tu aurais des romans AOS à conseiller pour les non-connaisseurs du fluff comme pour les connaisseurs? Vous avez d'ailleurs été plusieurs à me poser cette question, ce que je comprends. Pour les non-connaisseurs, je conseillerais La Guerre des âmes et Dominion, qui ont été des romans introductifs à la V2 et la V3, et de par le fait ont été pensés pour introduire les lecteurs à l'univers, et aussi informer sur les événements majeurs qui s'y passent. D'ailleurs, si vous les cherchez en français, sans grand hasard, ces deux livres ont été réunis dans un seul livre, La Guerre pour les Remortels, qui va bientôt arriver, et qui sera, je pense, une bonne introduction pour l'âge de Sigmar. Il va y avoir aussi le livre Scaventide, qui va un peu nous introduire la V4 à la même manière, mais qui sera pour l'instant en anglais. Cela dit, ce genre de livre introductif est traduit en priorité, donc à mon avis, je pense qu'il arrivera vite en français. Pour ceux qui connaissent un peu déjà les différents événements majeurs, je recommande bien Promis des morts pour ceux qui cherchent des histoires autour des morts vivants et des royaumes inféodés à Nagash. Les livres qui se passent autour de Calice et Tôle sont assez sympas, si vous aimez un peu les genres d'histoires un peu d'enquête avec un chasseur de sorcières. Mais mon coup de cœur personnel qui m'a vraiment fait tomber amoureux de l'âge de Sigmar, c'est probablement Les 8 Lamentations, la lance des ombres. L'histoire a un peu une ambiance de jeu de rôle qui tourne autour d'un artefact. On a un groupe qui se forme un peu au fur et à mesure du récit et qui part un peu dans une grande mission. Il y a aussi Corsaire du Dragon de Fer qui est vraiment sympa et qui montre vraiment bien le quotidien et le fonctionnement d'un équipage Caradron. On voit vraiment comment le code influe dans tous les aspects de leur vie et on voit aussi comment certains cherchent un peu à l'utiliser à leur avantage ou comment d'autres cherchent un peu à le contourner. Certains livres des romans courts sont aussi assez sympas comme Reine de guerre que j'ai beaucoup aimé. Ça décrit bien ce qu'est la vie des maraudeurs et des barbares qui vivent un peu dans les terres corrompues et occupées par le chaos. Et enfin, il y a aussi d'autres romans qui sont vraiment intéressants, mais qui malheureusement n'ont pas encore été traduits en français. D'ailleurs, je pense qu'on est un peu boudé sur les traductions, que je pense être dû au fait que le lore est assez méconnu en français. Du coup, moins de personnes sont intéressées par les romans, et donc moins sont traduits, c'est un peu un petit cercle vicieux. Pour les plus anglophones d'entre vous, je recommanderais Indrasta, la lance céleste, qui développe un peu plus ce personnage. On voit un peu mieux comment elle pense, on en apprend un peu plus aussi sur son passé, sa relation avec Sigmar, qui a un peu l'air d'une relation père-fille, c'est un peu particulier. J'ai aussi écouté Hollow King et Dead Kingdom, qui développent le vampire Kado Ezekiar,
qui a été d'ailleurs créé par Neferata elle-même, la mortarque du sang, et je pense vraiment qu'il a le potentiel pour devenir un personnage très apprécié de la communauté. Même si c'est un vampire, il a un grand code de l'honneur, et il refuse de boire le sang d'innocents. Sur ce point-là, il me fait d'ailleurs un peu penser à Borash, le dragon de sang, qui a été anciennement le capitaine de la garde de Neferata, et c'est peut-être aussi pourquoi Neferata apprécie Kado sur certains points, même si on ne va pas se cacher qu'elle le traite un peu comme un jouet. Question suivante, tu as des attentes, envies ou théories pour la V4? Alors j'attends énormément l'arrivée de Malérion et Tyrion. J'ai vraiment hâte de voir ce que vont donner les elfes de Malérion, les Umbranettes un peu comme on les surnomme, mais aussi les elfes du temple du Zénith qui vont tourner autour de Tyrion, et il semble qu'il va y avoir des liens avec les gardes Phénix, et j'avoue qu'en tant qu'ancien joueur au elfe, ça me hype beaucoup. Et une autre attente, c'est sans doute aussi les nains du chaos qui sont de plus en plus teasés. D'ailleurs, dans la légende de la nouvelle map d'Akshi, les cités d'Ashut sont directement mentionnées, donc à mon avis, c'est très probablement qu'une question de temps. Et enfin, une autre chose que j'aimerais voir arriver dans l'âge de Sigmar, ce sera peut-être pas pour la V4, mais on peut espérer, c'est le peuple silencieux. C'est une race insectoïde qui a été mentionnée à différents endroits dans Warhammer Underworld Beastgrave. Ça pourrait donner une faction de tyrannides d'AOS, qui serait peut-être rangée dans la grande allégeance de la destruction. Point de vue lore, on a différents indices. C'est une race qui est entrée en hibernation il y a bien longtemps et ne semble pas vraiment avoir un esprit ruche comme les tyrannides, car on peut voir différents objets sur les cartes de Warhammer Underworld qui laisseraient penser qu'ils ont leur propre artisanat. Ces objets semblent être un peu symbiotiques et s'attacher à leur porteur, donc ça pourrait vraiment apporter des concepts intéressants à l'univers. Question suivante, si Game Workshop te sollicite pour changer un événement dans les Dawnbreakers, qu'est-ce que tu leur dirais? Alors c'est une question assez intéressante. De beaucoup de retours que j'ai eu de votre part, beaucoup ont été un peu déçus du traitement de Kragnos, et je le comprends un peu. Avec la disparition des zombies, je pensais vraiment que Kragnos allait apporter des sortes d'hommes-bêtes non chaotiques, qui les remplaceraient en tout cas visuellement dans l'univers, et qui pourraient un peu montrer la diversité des races qu'il peut y avoir dans les royaumes mortels. Surtout que je l'avais déjà mentionné, mais on a appris qu'il y avait d'autres individus de la même race que Kragnos, quelque part dans les royaumes, donc le fait qu'ils soient réenfermés, je trouve ça un peu bizarre. Donc si c'est pour rien en faire, personnellement j'aurais juste pas mentionné qu'il y a des survivants de la race de Kragnos, ou alors dans le cas contraire, je l'aurais pas réenfermé et je l'aurais mis sur la route des siens. Et aussi un autre détail que j'aurais changé dans le dernier livre, j'aurais beaucoup plus centré le récit sur les deux cités qui ont été établies par les croisades. Parce qu'au final, une fois qu'elles ont été établies, on a complètement changé de perspective. Dans le cas de Garde-Braise, elle a l'air totalement perdue, mais dans le cas de Vert-de-Grès, on aurait pu avoir un peu plus d'informations. Je suppose que la cité sera un peu plus développée dans le lore de la V4. Ensuite, vous avez eu quelques questions sur mon vécu par rapport au jeu de rôle de l'âge de Sigmar Soulbound, et d'ailleurs des campagnes sont en préparation et vont arriver sur la chaîne. Alors tout d'abord, quel est mon meilleur souvenir de MJ dans Soulbound? Je dirais un de mes meilleurs souvenirs a été pendant un one-shot d'une aventure avec un groupe de morts-vivants. De souvenirs, il y avait deux Ossiarques, un Gardi Mortis, un Modeler d'os et un Seigneur Vampire. Ils avaient pour mission de s'infiltrer dans une cité de Sigmar et d'aller y chercher un objet un peu particulier qui se trouvait dans un Storm Vault, les espèces de coffres-forts cachés où sont enfermés des ennemis qui ne peuvent pas être tués ou des artefacts dangereux. Pour faciliter leur mission, la Légion Ossiarque avait fait en sorte d'attirer une Wagpo verte aux portes de la cité, ce qui allait servir de diversion. Le groupe s'est infiltré par les catacombes et a fini par trouver un Skaven esclave isolé. Et à ma grande surprise, ils l'ont un peu pris en affection et ils l'ont gardé. Il leur a servi un peu de guide dans les catacombes jusqu'à la surface. Et à ce moment-là, ils ont justement discuté de la diversion de verte qui arrivait, et ont aussi décidé de laisser le Skaven au cimetière. Et là du coup j'ai un peu RP de son point de vue, et j'ai un peu improvisé un changement dans le scénario. Vu qu'ils avaient littéralement dévoilé leur plan devant lui, je me suis demandé ce qu'un Skaven ferait dans cette situation. Et du coup, pendant que leur mission s'est déroulée, ce Skaven, que j'avais appelé Skrat, il me semble, est allé signaler à son clan l'arrivée de la WAG, et ils ont du coup eux aussi sauté sur l'occasion pour eux aussi s'attaquer à la cité au milieu du chaos. Donc une fois que le groupe avait récupéré ce pourquoi ils étaient arrivés, ils ont tout à coup pu observer des explosions de malpierre à travers toute la cité, alors que des gobelins à deltaplane étaient catapultés au-dessus des remparts. C'était vraiment un moment assez spontané et chaotique, et les joueurs ont même décidé de dessiner le paysage sur l'image de la cité. Ça témoigne vraiment à quel point les choix des joueurs peuvent complètement changer une aventure. Ensuite, question suivante, quel est ton meilleur souvenir en tant que joueur? Alors c'est probablement quand je jouais un garde Phénix. Avec mon groupe, on était dans des souterrains qui étaient occupés par des serviteurs de Tsench. Un combat a fini par éclater et au début ça avait l'air assez facile et j'ai un peu trop pris la confiance et je suis parti en avant tout seul. Je suis bien évidemment arrivé dans une chambre remplie d'ennemis et j'étais plus ou moins foutu.
dessus. Mais heureusement, j'avais un petit sort du domaine du feu qui s'appelle Depuis les cendres et qui permet d'invoquer un petit phénix au-dessus de soi qui va nous protéger et que si on arrive à mourir, on peut abandonner notre sauvegarde de mort pour directement brûler et renaître depuis nos cendres au tour suivant. Ce sort est une petite prise de risque et il faut avoir un bon timing. En somme, on peut éviter la mort que sur le moment et pas après. Mais ça m'a permis de survivre et de remourir 3 fois. Je me suis donc retrouvé à la fin du combat à être complètement à poil avec juste ma hallebarde et mon personnage s'est retrouvé avec énormément de cicatrices physiques et mentales. Un peu comme les défauts de Reforge des Éternels de l'Orage. Ensuite, question suivante, quel est mon archétype préféré et celui que j'aimerais tester? Alors dans Soulborn, les archétypes sont entre guillemets des classes et il y en a pour toutes les factions. Mon préféré est sans doute celui du paladin champ de guerre, qui pour en faire une description en termes de classe est un genre de barde druidique. Ça fait vraiment de lui un type de lanceur de sorts assez unique. Et pour l'archétype que j'aimerais essayer, c'est sans doute celui du draconis errant. Parce que oui, on peut jouer les draconites. Ça a vraiment l'air d'être assez unique à roleplay. Ensuite, question suivante, combien de Charybdis? Ça, c'est une question de quelqu'un qui me connaît. Alors pour la petite anecdote, les Charybdis sont des monstres marins assez cauchemardesques et qui ont dans Soulborn une aptitude assez particulière qui s'appelle festin d'ossement, qui fait que s'ils viennent à infliger une blessure mortelle à un personnage, celui-ci est instantanément écartelé, il meurt sans pouvoir faire de jet de sauvegarde de mort. C'est donc une créature qui peut être très létale pour les groupes imprudents. L'un de mes groupes était justement parti en chasse d'une de ces créatures dans une campagne qui avait un style un peu Monster Hunter et qui se passait à Gour, le royaume des bêtes. Et à ma grande surprise, la première fois, ils ont été très malins et ils en ont abattu une sans trop de blessures. Ils ont voulu ensuite en chasser d'autres car ils étaient intéressés par ces matériaux pour en faire des armes et des armures. Mais cette fois-ci, ils ont été beaucoup moins prudents et j'avais décidé d'en mettre 2. Et autant vous dire que ça s'est nettement moins bien passé cette fois-ci. Donc depuis, il y a un peu cette inside joke avec mes joueurs de combien de Charybdis je vais envoyer la prochaine fois. Question suivante, est-ce que tu as un lore perso que ce soit dans le JDR ou le Wargame? Eh bien oui, j'en ai un que j'affectionne particulièrement et c'est justement le même que dans la campagne Monster Hunter dont je parlais juste avant. C'est une région que j'ai créée dans Gur, le royaume de la bête, et qui s'appelle le Val Changeant. Je me suis un peu inspiré du Val Putride de Monster Hunter World pour le nom. Cette région est assez unique car il y a un phénomène un peu étrange qui accélère extrêmement la croissance des monstres dans la région, ce qui fait que leur population est extrêmement élevée, mais aussi que la vitesse de leur évolution est aussi grandement accélérée. C'est pourquoi beaucoup de sous-espèces assez uniques à la région y ont vu le jour. Je vais rester évasif sur l'origine de ce phénomène, parce que j'utiliserai peut-être cette région dans les campagnes futures de la chaîne. Il y a beaucoup d'acteurs qui sont très intéressés par la région, notamment la Légion Ossiarque de l'Os d'Ivoire, qui voit le Val pour une véritable mine d'or d'os, ou encore des Skaven du clan Mulder, qui viennent souvent capturer différentes créatures pour en faire différents hybrides. Et j'y ai aussi créé des cultures et des races originales, comme celle des graveurs d'os, une tribu de chasseurs qui a développé une méthode pour chasser des dieux animaux, et qui sont les régulateurs majeurs de cette région. Ensuite, vous avez eu quelques questions à me poser à moi personnellement. Comment est-ce que tu as découvert AOS, et est-ce que tu étais familier avec l'univers de fantasy? Alors j'ai découvert Warhammer durant une période où j'ai habité à un endroit où il n'y avait pas du tout de connexion internet, mais c'est là que j'ai découvert les White Dwarfs dans une librairie qui m'ont fait tomber amoureux de Warhammer au fur et à mesure des numéros. Peu après, j'ai acheté ma première boîte de jeu, l'île de sang, et c'est là que j'ai débuté mon armée d'Oelfs. Et en lisant leurs livres de bataille, c'est là que j'ai un peu appris l'histoire d'Ultuan, Ainarion, Calédor, le Vortex, la création des colonies, les événements de la guerre de la Barbe, les règnes des différents rois phénix, l'histoire des différents royaumes d'Ultuan, vraiment tout ça m'a fait rêver. Et quelques années plus tard, j'ai remarqué les Sylvanettes à un Game Workshop, et j'ai décidé de recommencer une autre armée. Et en lisant le lore, j'ai commencé à apprécier l'évolution qu'avait eu Warhammer Fantasy Battle et tous les potentiels narratifs et créatifs qu'ont apporté les royaumes mortels. Question suivante, quelle est ta culture fluffy sur les deux autres gros jeux, Warhammer Battle et 40K, et est-ce que tu vas te focaliser sur AOS? Alors j'ai une culture en général assez correcte sur Warhammer Battle. Pour Warhammer 40 000, j'avais une armée d'Eldar noirs, et donc je connaissais un peu bien Comorag, la toile, etc. Et je connais un peu les événements majeurs de l'univers. Après, est-ce que je vais me focaliser totalement sur AOS? La réponse est non. J'ai justement un concept de vidéo pour explorer les différents univers d'une certaine façon qui va bientôt arriver sur la chaîne. Et aussi dans le futur, je ne vais pas complètement me limiter à Warhammer et j'aimerais aussi explorer d'autres univers. Et c'est d'ailleurs une bonne transition pour la question suivante. Quels sont les univers de fantasy qui t'inspirent et auxquels tu prends plaisir à t'intéresser? Alors mon premier coup de cœur de fantasy, ça a été le Seigneur des Anneaux, comme beaucoup d'autres je pense. J'apprécie aussi le lore de celui des Souls, pour avoir joué à Dark Souls 2, 3 et Elden Ring. J'aime bien aussi le monde des 12, un peu
peu loufoque de Dofus, qui a été mon premier MMORPG, aussi le multivers de Donjons et Dragons avec ses différents plans, concept dont Game Workshop s'est sans doute inspiré pour créer les 8 royaumes je pense, dans l'âge de Sigmar, même si c'est aussi quelque part inspiré de la mythologie nordique, des 9 mondes de l'Yggdrasil. D'ailleurs, de manière générale, j'aime beaucoup la mythologie en général, que ce soit grec, nordique, égyptien, aztèque et d'autres un peu moins connus. Runeterra, l'univers de League of Legends aussi commence à bien se développer je trouve. La série Arcane m'a encore plus fait m'y intéresser, et il y a même un MMORPG qui arrive apparemment sur l'univers. Et enfin, un autre univers que j'apprécie particulièrement est celui de Monster Hunter évidemment. J'aime beaucoup toute la biologie qui est imaginée pour chacun des monstres, et aussi les mystères qu'il y a un peu autour du passé du monde, avec les différentes ruines d'une ancienne civilisation qu'on peut voir un peu partout, et qui aurait été détruite par des dragons anciens. Donc c'est en quelque sorte du post-apo. J'ai commencé Monster Hunter avec Freedom Unite, puis j'ai joué à Monster Hunter 3, puis j'ai fait Monster Hunter 3 Ultimate, puis Monster Hunter World, et enfin Monster Hunter Rise. Et là je suis extrêmement hype pour Monster Hunter Wilds, qui va d'ailleurs introduire des montures, ça a l'air assez fun, et l'ambiance en général me fait d'ailleurs beaucoup penser à ce que pourrait être Gur, le royaume des bêtes dans l'âge de Sigmar. Je pense que je ferai des vidéos un peu introductives à ces différents univers, et très probablement Monster Hunter. Si le lore de Wilds m'intéresse, je ferai peut-être une vidéo là-dessus d'ailleurs. Et enfin, dernière question, quelle est la figurine que j'attends le plus pour AOS? Alors évidemment, comme je l'ai dit plus tôt, Malérion et Tyrion sont de bons candidats. J'aimerais aussi voir arriver en figurine certaines choses qui sont mentionnées dans le lore, comme les mécaphores, les immenses forteresses mobiles qui patrouillent les frontières des cités de Sigmar. Et aussi, je sais pas trop pourquoi, mais c'est un peu mon obsession, cette immense baleine badass en arrière-plan de la couverture du Battletome des Idoness. Pour moi, il n'aurait jamais pris la peine de dessiner ce truc s'il n'avait pas prévu d'en faire une figurine un jour. Voilà donc pour la fin de la FAQ. Certaines questions posaient un peu les mêmes choses, donc je les ai fusionnées en une seule. En tout cas, merci à tous ceux qui ont posé des questions, et merci à tous pour l'engouement que vous avez autour de la chaîne. Je vais faire mon maximum pour continuer à m'améliorer et vous apporter des vidéos intéressantes, et qui sait, je commence à croire que bientôt, je pourrais vraiment faire ça à plein temps. Ce serait vraiment un rêve et une opportunité magnifique pour moi, et je suis vraiment reconnaissant à tous ceux qui sont là sur le chemin pour m'encourager. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et à la prochaine!